Europe 1 Soir. 19h, 21h, Charles Huillier. Je vais accueillir mes deux débatteurs, Sabrina Medjaber. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Charles. Oui, Charles, effectivement. Et Enchanté. bonsoir à nos auditeurs Et également. bonsoir. Vous êtes relégué en fond de Oui, studio, mais pas près du radiateur. Vous êtes une bonne élève, sérieuse, parce que vous avez apporté avec vous vos notes très studieuses, effectivement, Sabrina. Bonsoir Vincent Roy, comment allez-vous? Bonsoir Charles, parfaitement. Bon, toujours entre deux avions, c'est ça? Non, là, rythme d'homme d'affaires. Oui, exactement. Oui, Oui. c'est bien. Comme présentation, c'est bien. Ah bah oui, vous êtes Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un important. globe-trotteur. Oui, exactement. Ouais, Exactement. J'aime bien voilà. cette idée de ne pas être totalement traçable. Effectivement, ah oui, parce que vous le savez, il faut mieux l'être, pas totalement traçable, vu le contexte et vu Exactement. ce dont on va parler. Exactement. Parce que c'est vrai que si ce n'était pas aussi grave et sérieux, nous aurions presque envie d'en sourire. C'est le très mauvais feuilleton de l'été. Les rebondissements sont malheureusement nombreux. Après l'éducation nationale, c'est à la Direction générale des finances publiques qu'on s'attaque, parce que la DGFiP annonce depuis quelques heures une troisième fuite de données. Elle concerne cette fois-ci des affaires de succession et de fichiers cadastraux. Cela vient se rajouter à une cyberattaque dont a été victime l'éducation nationale. Elle a été revendiquée, cette cyberattaque, par le même Zero Bytes, apparemment qui s'amuse beaucoup. 350 millions de lignes de données au total pour l'éducation nationale, 350 millions de lignes volées. Cela va des identifiants des élèves aux notes, en passant par les parcours scolaires, 20 ans de données volées. Vincent Roy, Sabrina Medjaber, c'est finalement cette porosité des sites comme ceux du fisc ou de l'éducation nationale, c'est dans la droite ligne de ce qu'on vit depuis quelques mois en France. La France est une passoire numérique, c'est ce qu'on a répété depuis plusieurs jours. Pas que, c'est une passoire migratoire aussi, mais oui, donc on peut dire que pour l'instant la France est une passoire. Non, écoutez, il y a une chose qui est très étonnante, c'est que nous sommes, paraît-il, le second pays le plus attaqué. Oui, vice-champion du monde. Exactement. Voilà. On est vice-champion du monde. Et comme tout le monde sait que nous sommes dans cette matière vice-champion du monde, on n'est pas peu étonné, si vous voulez, qu'on ne se soit pas mieux protégé. Alors, on voit la directrice générale des finances publiques qui s'excuse. On voit le ministre qui s'excuse. On eût aimé qu'il ne s'excusât à ce point. C'est beau. Comprenez-vous ? Parce que s'excuser, c'est un aveu de faiblesse, c'est montrer qu'on n'a pas fait le travail suffisant pour protéger les concitoyens que nous sommes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Alors, Sabrina Medjaber, on nous répète depuis une quinzaine d'années, ad nauseam, qu'il faut dématérialiser un maximum nos démarches, nos documents administratifs, tout un tas de démarches qu'il faut faire auprès, par exemple, de la préfecture pour changer de voiture, et j'en oublie. Est-ce que ça vous rassure, ça, Sabrina Medjaber, dans cette démarche de dématérialisation ? Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans des détails privés de votre vie, mais tout de même, est-ce que quand vous voyez ça, ça vous encourage à dématérialiser et à laisser le papier de côté ? C'est-à-dire que, en effet, cette numérisation quotidienne de l'ensemble de nos concitoyens, à travers ce monde globalisé que l'on nous a vendu sans frontières et fluide, elle inquiète évidemment dans la mesure où nous savons que nous ne sommes pas en pleine possession de la maîtrise de nos données, et notamment quand vous avez des organes type impôts.gouv.fr ou France Connect ou France Travail ou Amélie, à travers lesquels vous pouvez vous connecter pour un simple service administratif demandé, comme un renouvellement, par exemple, de titre d'identité. Donc, c'est en effet une pleine dépossession de ces données. Maintenant, j'entends tout à fait ce que dit Vincent concernant la réaction de nos ministres et singulièrement de la présidente de la DGFiP. Oui. C'est-à-dire que... Amélie Verdier, absolument. C'est que si à chaque collapsus français, il fallait qu'il s'excuse, je veux dire, on ne serait pas sorti de l'auberge. Mais la question, en réalité, c'est pas tellement une question de souveraineté numérique. La question, elle est de savoir comment est-ce que l'on fait pour s'outiller de façon à contrer ce type de hacker qui, en plus, revendique l'usurpation de 350 millions de données, et des données qui ne concernent pas
encore une fois, Alors. n'importe quel service. Vous savez qu'il y a une agence nationale de sécurité Tout à fait. des systèmes informatisés, et vous savez par exemple que 24% des attaques ont ciblé directement les ministères et les collectivités territoriales. Effectivement. Vous avez plus de 1336 incidents de sécurité, plus de 50% d'exfiltration de données constatées, évidemment, les attaquants privilégiant le vol et le chantage. Donc il y a une extorsion finalement de fonds identitaires numériques qui se fait au jour le jour, et c'est en effet très inquiétant. Effectivement, Vincent Roy, si Amélie Verdier, je le rappelle, directrice générale de la DGFiP, si Amélie Verdier travaillait dans une entreprise privée, qu'est-ce qu'elle deviendrait ? Elle ne travaillerait plus. Ah, exactement. C'est-à-dire, elle ne travaillerait plus. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on la remercierait. Mais ici, on ronronne, donc il n'y a jamais de responsabilité. On s'excuse, mais c'est pour la forme. Bon, autrement, effectivement, c'est intolérable. C'est dans le cas qui nous occupe, c'est pas faute grave, faute lourde. Faut trouver un adjectif nouveau, parce que quand vous voyez vos propres données qui ont été aspirées, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été protégé, et par conséquent, vous êtes en droit de ne plus faire confiance. Vous savez que c'est un des ressorts. C'est un des ressorts de ce qu'on appelle cette fameuse démo-anxiété, c'est-à-dire l'inquiétude que les Français ressentent vis-à-vis de la démocratie. C'est précisément ce dont parle Vincent, c'est-à-dire cette dilution de responsabilité lorsqu'il y a un collapsus. Moi, je me souviens de l'affaire du casse du Louvre, par exemple. On a tous su que le mot de passe était Louvre. Donc il y a à la fois parfois une certaine nonchalance, une certaine désinvolture de la part de personnes qui travaillent au sein de ces administrations, mais de surcroît, lorsqu'il y a une telle affaire d'une telle ampleur, aussi tentaculaire soit-elle, parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à ce type de hacking, eh bien en effet, il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. En tout cas, il n'y a pas de causalité qui lie un fonctionnaire à la mission qui lui incombe, et donc l'échec qui lui incombe, là, le cas échéant, dans ce type d'affaires. Oui, puis il y a aussi autre chose, c'est que ces attaques, elles n'ont pas eu lieu hier, on n'a pas été prévenu tout de suite, on a attendu pour nous le dire. Normalement, la loi, c'est 72 heures après l'attaque. C'est totalement dépassé. Alors, après, ils n'ont pas eu vent tout de suite de cette attaque. Je ne veux pas défendre la DGFiP, mais il y a aussi un peu de ça. Non, mais sur la première attaque, on a été prévenu 15 jours plus tard. Parce que si... Alors attendez, ce que vous dites est pire que tout. Parce que si... Ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. C'est que, alors là, on a à la fois un problème de responsabilité, mais on a aussi un problème de compétence, voyez-vous. Donc, parce que si on est attaqué et que ceux qui sont censés s'en apercevoir ne s'en aperçoivent pas, il y a plusieurs problèmes en un. Effectivement, Vincent Roy, faut-il une commission d'enquête parlementaire sur ces piratages ? C'est la demande du Parti Socialiste notamment et de M. Caner. Mais non, mais il a raison. Il a raison. Là, il faut enquêter. Il faut savoir exactement ce qui s'est passé et comment tout cela a pu être rendu précisément possible. Pour la DGFiP ou bien sur l'éducation nationale également. 350 millions de lignes de données volées. Mais qu'est-ce qu'on peut faire 20 ans de données. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire de données concernant des gamins à l'éducation nationale ? Il y a quand même effectivement des données extrêmement confidentielles, des données de mineurs, même si ça remonte à 20 ans, il y a des élèves dans ces données qui sont toujours mineurs. Savoir l'adresse d'un mineur, savoir son profil, c'est peut-être aussi un petit peu inquiétant. Peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais ça peut interroger en tant que parent, par exemple. Oui, mais ça me paraît moins intéressant à monnayer que des données fiscales. Mais ça pose aussi la question du parallèle avec la CNIL, qu'on nous a vendue pendant des années comme étant la commission qui s'empresse de protéger nos données personnelles, et on se rend compte en effet que là on assiste avec les RGPD notamment. Exactement, avec face à ce collapsus dont nous parlons, et c'est une réalité parce qu'il y a malheureusement plusieurs méthodes de la part de ces hackers. Ils vendent les données sur le dark web, ils peuvent s'en servir pour des extorsions, pour du phishing, pour du homejacking, pour en fait toute tentative de déstabilisation, qu'elle soit d'ailleurs étatique, parce qu'on peut également songer à des ingérences étrangères, notamment sur nos collectivités territoriales et l'État plus largement. Et vous ne croyez pas si bien dire, Sabrina Medjeber, parce que alors là encore, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais on a quand même un parc nucléaire qui est important en France. Mais bien évidemment. J'en oublie aussi, mais plusieurs sites très très sensibles. Le ministère de l'Intérieur, je vous rappelle. Les bases militaires aussi, voilà, vous avez raison.
A-t-on raison de s'en inquiéter, là, à l'aune de ce qu'on vient de vivre Oui. depuis cet été? Vincent Roy. Oui, on a des raisons de s'inquiéter, puisque on voit bien que nos données ne sont pas suffisamment protégées. Alors quand on pense à des données encore plus sensibles que celles qui ont été aspirées là, oui, c'est très inquiétant, très, très inquiétant. Et en plus, c'est un problème qui n'est pas si lointain, parce que ça nous paraît lointain lorsqu'on parle d'un phénomène d'une telle ampleur, mais je sais, si on faisait par exemple un micro-trottoir, on s'apercevrait que par exemple, il y a des gens, beaucoup de monde autour de nous qui ont soit reçu des SMS parfois sur des amendes Bien sûr. forfaitaires, sur des liens à cliquer, Mais tous, des je courriers pense. même postaux avec un numéro SIRET qui est le vôtre et qui vous demande de payer une amende forfaitaire. Vous savez, tout ce type en fait de manœuvres usurpatrices qui tentent justement à toucher chacun d'entre nous et a fortiori les personnes les plus vulnérables qui malheureusement n'ont pas le réflexe du discernement entre ce qui est le vrai numéro, ce qui est le faux numéro. Et vous doublez à cela l'intelligence artificielle qui est capable simultanément de modifier votre voix et de vous contacter téléphoniquement pour essayer, tenter, Alors, soit-il, voilà, faut d'essayer expliquer. de- Apparemment, si je suis une IA et que je vous appelle, ou si je suis un pirate et que je vous appelle Sabrina Medjaber, il suffit que vous me répondiez « Allô » pour qu'on Tout à puisse fait. reconstituer votre voix Tout à et, grâce à une IA, vous faire Absolument. prononcer des phrases. Donc vous voyez, c'est incroyable. c'est un triple problème. C'est-à-dire qu'il y a le problème du hacking et du non-contrôle du hacking avec de mauvais pare-feux. Le second, c'est celui de l'usurpation des données. Et le troisième et le dernier, c'est en effet la capacité de remplacer finalement ou un individu ou bien simplement ou bien quelqu'un Bien qui sûr. travaille dans une administration et qui essaierait de vous extorquer ou de vous extirper. Quand des on données. entend ça, on a envie de quitter la France et Mais l'Europe. alors, justement, Mais c'est le monde, malheureusement, justement, qui est Vincent aussi Roy, aussi. question intéressante. Et d'ailleurs- Est-ce un problème parce que la France est vice-championne du monde en la matière, en termes de piratage subi, et vous l'avez très bien rappelé, Vincent Roy, est-ce un problème franco-français ou bien est-ce un problème qu'il faut affronter avec nos voisins européens de l'UE pour, entre guillemets, mutualiser nos compétences en termes de riposte les et de deux- protection? Les deux, mon général. Je pense que oui, il y a de toute façon, les attaques se multiplient, elles vont se Ça va pas aller en multiplier diminuant. à l'envi, ça va pas. Donc ça veut dire qu'on doit encore mieux se protéger, et ce qui est vrai au niveau national est vrai aussi au niveau européen. Alors, vous savez qu'il y a deux Sabrina plateformes. Medjaber. Il y a une plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr qui est en soutien aux collectivités ainsi qu'aux citoyens. Vous avez alors évidemment le Junalco, le pôle spécialisé du parquet de Paris dédié aux poursuites pénales de la cybercriminalité. Et vous avez également une directive européenne, figurez-vous, NIS2, qui consiste à un élargissement des obligations de sécurité strictes à des milliers de collectivités et entités publiques régionales. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que les textes européens, c'est très bien. L'entité judiciaire, c'est évidemment une très bonne chose. Mais en réalité, quels sont les moyens dont ils disposent pour pouvoir contrer quelqu'un qui est capable d'usurper 350 millions de données? Comment ça se passe? Quelle est la mécanique huilée pour répondre à cette attaque de manière pragmatique Mais et en rendant des comptes de surcroît? Et surtout avec, apparemment, là je parle du hacker Zero Bytes, Ouais. ce qui est très inquiétant, c'est qu'il a, nous ont dit les experts qu'on a reçus hier sur Europe 1 à la mi-journée, ce hacker a du matériel, Basique. apparemment assez basique, alors j'imagine un petit peu perfectionné, mais cela n'a rien d'extravagant, Vincent Roy. Oui, il a un matériel non pas rudimentaire, mais un matériel classique. Et avec ce simple matériel, si j'ose dire, eh bien, il peut se permettre de siphonner 350 ou 400 millions de données. Donc c'est quand même considérable. Bon, nous refermons ce chapitre piratage, parce que juste après le rappel de l'info par Stéphane Burgat, nous évoquerons Crépol. Non, le racisme anti-blanc n'est pas en cause dans le drame de Crépol. C'est en tout cas l'avis du ministère public qui balaie ainsi les travaux des juges d'instruction. Je rappelle aussi qu'à 19h45, c'est-à-dire dans un quart d'heure, notre invité actu sera Chantal Cutajar, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Elle est experte en termes de haute criminalité et nous parlerons avec elle du blanchiment d'argent. Il est 19h30.